présenter l'équipe. Donc moi je suis Clément Vert, président et cofondateur de l'ONG Nature Conservation. Je suis actuellement en dernière thèse à l'Institut des sciences et de l'évolution. Et moi je travaille sur l'utilisation des drones comme outil d'inventaire, de suivi et d'acquisition de données biométriques sur les populations de crocodiles. Et je travaille aussi sur la gestion des conflits hommes-crocodiles. Bonjour, je suis Sylvie. Je suis chercheuse en écologie comportementale. Je travaille sur plusieurs espèces, oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères avec l'association. Je suis le secrétaire et aussi chargée des programmes d'éducation et sensibilisation. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Mathieu Duzetter, je suis cofondateur de l'association Nature Conservation, vice-président et chargé des programmes scientifiques en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest. Je fais de la recherche en écophysiologie évolutive, je travaille notamment sur le lien entre balance hydrique et thermique chez les ectothermes face au changement climatique. Et donc dans l'association, je m'occupe essentiellement de la coordination des programmes scientifiques et de conservation. Donc pour présenter davantage l'association, Nature Conservation, c'est une association qui est créée depuis 2016-2017, constituée essentiellement d'une dizaine de membres, complètement bénévoles pour l'instant, dont notre vision et notre objectif est de retranscrire l'expertise et les connaissances techniques et scientifiques vers des projets de conservation appliqués qui répondent aux besoins et aux nécessités de populations locales, d'habitants de territoire, et de transposer donc différentes approches pluridisciplinaires de la science et de l'expertise scientifique jusqu'à la conservation appliquée, toujours en incorporant, en fonction des contextes, les différentes associations et personnes présentes sur les territoires, et donc à travers des projets hautement collaboratifs et dans différents contextes. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'association, puis un de nos projets phares qui est de conservation communautaire au Pérou. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas sur le campus, on mène des activités depuis quelques années, notamment notre livre L'Amazonique du ciel, l'exposition Écailles du Maroc, mais aussi en fait on a déjà proposé des formations d'utilisation de l'appareil photo, on a proposé, on a différents projets du coup qui actuellement sont majoritairement en France et en Amérique du Sud, et là on est en train petit à petit d'implanter des projets en Afrique. En France on propose différentes formations, des formations à la photographie, au drone, on fait aussi des prestations de cartographie, que ce soit pour des suivis d'habitat, pour des suivis de RDIB par exemple, et on fait aussi des prises de vue par exemple avec Conscience, tout ça pour des vidéos de vulgarisation scientifique. On anime aussi des stands, on a aussi réalisé une exposition sur la faune de Guyane, aux eaux de Montpellier, et aussi on a eu ces derniers mois beaucoup de projections commentées sur justement notre documentaire Discret Centimètre. En Afrique, Mathias vous présentera plus tard les projets. Et ce qu'on a déjà fait, c'est par exemple faire des acquisitions de données LIDAR au Cameroun avec l'IRD, dans le but d'acquérir des données sur la phénologie des plantes en savane et en forêt tropicale. Et on a aussi eu l'exposition Écailles du Maroc que Mathias a réalisée. Et donc, ce qui rassemble tous les projets de l'association à travers ces trois pôles, que ce soit la France, dans différentes situations géographiques, que ce soit en France, en Amérique du Sud et en Afrique, c'est vraiment cette approche pluridisciplinaire qui lie de la science à des projets de conservation, notamment en collaboration avec les institutions locales et les communautés. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un des projets de notre pôle de travail en Amérique du Sud, qui est donc un projet de conservation communautaire en Amazonie péruvienne. Donc c'est un projet long terme de l'association qui est en place depuis 2017 avec plusieurs phases de terrain ces dernières années, notamment en 2018, 2019 et dernièrement d'octobre à décembre 2022, donc on revient tout juste, qui est donc un projet, de soutien des initiatives de conservation communautaire en Amazonie péruvienne. C'est un projet qui est hautement collaboratif et qui résulte du travail co-construit entre Nature Conservation et différentes organisations locales.
Donc je vous présente rapidement notamment notre principal partenaire au Pérou, AMPA, Amazónicos por la Amazonia, qui veut dire les Amazoniens pour l'Amazonie, qui est notre partenaire local territorial, qui appuie et soutient des initiatives de conservation communautaire, qu'on va vous présenter plus tard. ANCA Ecologia y Conservación, qui est une association de biologistes péruviens basée à Lima, la capitale, qui travaille surtout sur des projets d'écologie et à l'activité amphibien. Ecologia Molinera, qui est une association étudiante, l'équivalent du binôme dans une université de Lima. Le Muséum d'histoire naturelle de San Marcos pour les aspects de recherche scientifique, qu'on va également vous présenter dans cette conférence, et de Los Compas, qui est une association également du sud de la France, qui nous accompagne dans nos projets audiovisuels et de communication. Donc, pour vous présenter le contexte dans lequel on intervient dans le cadre de ce projet de conservation communautaire, on travaille au Pérou, donc pays d'Amérique du Sud, dans la zone amazonienne et plus précisément dans la zone de l'Amazonie andine, donc le versant amazonien qui descend vers l'Amazonie basse, et on est vraiment dans la zone d'Amazonie haute, dans les Andes. Cette zone est caractérisée et connue pour être un hotspot de la biodiversité. Donc la carte que je vous présente sur la gauche représente la valeur relative de biodiversité, donc de richesse spécifique et d'endemisme le long de la cordillère des Andes. Et la zone dans laquelle on travaille est la zone de la région de San Martín, en Amazonie andine péruvienne, qui est donc entourée dans le cercle rouge, et qui est une zone qui est à la fois un hotspot de biodiversité, mais qui fait aussi face à de nombreux enjeux et qui a un contexte particulier au Pérou, du fait qu'on est, depuis les années 80 et de nouveau dans les années récentes 2010, plusieurs phases de migration des populations andines, de petits producteurs agricoles, qui descendent sur ce versant dans l'Amazonie avec un déplacement de la frontière agricole du Pérou, avec beaucoup d'exploitation, notamment de culture de cacao, de café, aussi de la déforestation pour certains d'essence forestiers. Et donc, différentes contraintes, différentes menaces et différents enjeux dans cette région, qui est donc vraiment à la frontière entre Andes et Amazonie. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on travaille. Et pour préciser donc, certains plans de la biodiversité, quand on s'intéresse par exemple aux reptiles et amphibiens au Pérou, on compte une méga biodiversité de plus de 235 espèces uniquement dans les écosystèmes andins et andins-amazoniens, avec la richesse spécifique qui est présentée, l'abondance ici d'espèces endémiques, où on retrouve encore une zone donc en jaune de haute biodiversité dans la zone dans laquelle on travaille à San Martín, mais qui est aussi caractérisée, comme on le voit sur la prochaine carte, par un manque important d'informations scientifiques. Ce sont des zones qui sont caractérisées par de très faibles efforts de recherche et de connaissances, ne serait-ce que de taxonomie ou d'informations scientifiques de base. Et on a parmi ces espèces d'amphibiens andins, 42% des espèces qui sont catégorisées comme en data deficiency, donc pas assez de données pour être évaluées par l'ICN, 8% qui n'ont pas encore été évaluées, espèces décrites trop récemment ou absence quasi totale de données, soit la moitié des espèces pour lesquelles on n'a pas suffisamment de données pour évaluer leur état de conservation. Donc là, c'est l'exemple des reptiles amphibiens, mais cette situation d'un point de vue biodiversité se retrouve sur de nombreux taxons. Et c'est aussi une zone qui est caractérisée par un essor depuis les années 2000 d'initiatives de conservation communautaire, particulièrement dans la région de San Martín, qu'on présente ici, qui est donc sur le versant amazonien des Andes au nord du Pérou, où on vous présente ici une carte de différentes initiatives de conservation communautaire qui apparaissent en orange sur la carte de la région de San Martín, qui sont des concessions pour la conservation. Cette carte est le produit de travail collaboratif entre notre partenaire local AMPA et les communautés locales. Et donc c'est une modalité de gestion qui permet à des associations locales dans des communautés, des villages de cette région, de s'organiser en association pour gérer, et l'État délègue donc la gestion d'un territoire, généralement des forêts avoisinant leur communauté, à des fins de conservation. Donc c'est un bail de 40 ans renouvelable, où la gestion des terres est déléguée aux communautés, qui en font leurs propres usages pour la conservation, avec une approche où des usages sont permis, et où l'enjeu est de développer des méthodes d'agriculture, des méthodes de revenus économiques qui soient éco-responsables et qui limitent la déforestation, et qui permettent de maintenir le couvert forestier. Ce sont des initiatives qui sont portées directement par les populations locales, qui identifient des besoins et des enjeux, et qui s'organisent pour la conservation de leur territoire. Et donc on travaille dans une région où il y a énormément d'initiatives qui existent, et donc énormément de besoins aussi autour de la formalisation et de la structuration de ces initiatives de conservation communautaire. Sur le plan biologique,
connaître la biodiversité et les différentes espèces, écosystèmes au sein de ces territoires dont les communautés veulent avoir la gestion et la conservation est particulièrement important. Premièrement, pour reconnaître le statut des concessions de conservation, permettre leur déclaration, ce qui est important pour avoir un statut qui leur permette la véritable gestion et de déléguer cette gestion du territoire. Également pour identifier les espèces et donc mettre en place des mesures de gestion, des objets de conservation et des pratiques qui soient en accord avec la biodiversité identifiée sur le site. Mais ça permet aussi de générer différentes opportunités et de donner les clés aux communautés pour gérer des projets, par exemple sur des projets d'écotourisme ou de recherche scientifique en lien avec la biodiversité identifiée. Donc notre projet avec IMPA au Pérou, il est vraiment né de ce constat, d'une volonté de population d'organiser leur territoire à travers des projets de conservation, mais aussi un fort besoin, que ce soit pour nos partenaires IMPA et les communautés locales, d'acquérir des connaissances scientifiques et techniques sur la biodiversité de leurs concessions pour pouvoir les gérer, obtenir la reconnaissance de ces statuts et mettre en place des projets. Donc en collaboration avec IMPA et les communautés, on intervient essentiellement sur cet aspect des inventaires de biodiversité dans ce projet de conservation. Le cadre conceptuel dans lequel on s'ancre, en travaillant de manière collaborative avec les communautés, c'est qu'on estime, on a la vision qu'entre les communautés locales et la communauté scientifique, on a des échanges et des bénéfices mutuels qui viennent des besoins des communautés et du monde académique. Par exemple, les communautés, quand elles s'organisent autour de projets de conservation, ont des besoins de connaissances détaillées, techniques et scientifiques sur leur territoire, de développer leur autonomie, leur leadership, de pouvoir développer leurs propres projets en autonomie, également de limiter certains risques liés à certaines biodiversités, mais aussi d'avoir une reconnaissance et une fierté pour leur travail. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ces concessions de conservation sont des initiatives volontaires, non rémunérées par l'État, donc d'où l'intérêt d'avoir des activités génératrices de revenus et de reconnaître le travail fourni par les communautés. Et de l'autre côté, on a la communauté académique, où les chercheurs, notamment au Pérou, ont besoin de pouvoir accéder à ces zones de terrain en Amazonie qui sont parfois reculées, de connaître les écosystèmes locaux et la distribution des espèces pour monter leurs projets de recherche, mais aussi de pouvoir diffuser leurs résultats et que leurs projets de recherche aient des impacts concrets et utiles pour les initiatives de conservation. Et donc, notre vision, c'est que les communautés peuvent apporter l'accès, les connaissances locales, leur observation et leur questionnement pour enrichir le monde académique, et que le monde académique, en retour, peut fournir des informations techniques, former et générer des opportunités pour les communautés qui s'organisent. Donc, dans ce cadre, le constat qu'on a fait avec nos partenaires au Pérou, et ce qui se fait majoritairement dans ce contexte-là, c'est qu'on a beaucoup d'initiatives de recherche qui n'ont pas forcément d'implication directe en termes de conservation, notamment des stations de recherche étrangères, américaines, françaises, européennes, qui ont des projets long terme et des projets scientifiques très rigoureux, mais avec peu d'implication des communautés, donc peu d'impact direct sur la conservation des territoires, qui sont parfois déconnectés des nécessités des communautés, et qui impliquent une logistique complexe et onéreuse, un peu hors sol. Ce qui se fait aussi, c'est beaucoup d'initiatives de conservation, comme beaucoup de celles qui sont portées par les communautés, qui négligent la recherche dans le sens où il y a peu d'importance ou de moyens, notamment du fait des moyens limités, ce qui génère un manque de données et de connaissances sur beaucoup d'aspects de recherche, et qui limite donc les opportunités pour ces communautés. Donc notre vision et notre approche dans Nature Conservation, qu'on applique au cadre de ce projet, c'est qu'on estime qu'on peut faire de la recherche directement appliquée pour la conservation, où la science bénéficie aux communautés et appuie aux initiatives de conservation qui sont gérées par les habitants des territoires, et où les connaissances locales peuvent aussi contribuer et inspirer la recherche académique et la science. Donc, ce projet, il résulte de cette approche-là et d'une approche collaborative où on s'appuie donc sur différents partenaires, notamment l'association AMPA, qui est un soutien technique et territorial à ces initiatives de conservation, qui amène la connaissance locale, le réseau d'acteurs, la logistique et l'expertise locale sur le terrain. Aussi donc, le réseau de conservation volontaire et communautaire de la région de Sainte-Martine, qui est un groupement de toutes ces petites associations de producteurs qui gèrent leurs concessions de conservation. Nous, notre apport dans le projet, c'est d'apporter la méthode scientifique, le renforcement de capacité auprès de nos partenaires et les actions de sensibilisation et d'éducation.
Et on s'appuie également sur des collaborations avec des scientifiques péruviens, avec le monde de la recherche académique locale, qui amènent leur expertise, notamment leur connaissance taxonomique, leur expertise du terrain, leur expertise des questions de terrain et des enjeux sur les territoires. Donc ici, à Aranca, qui est une association basée à Lima, qui travaille essentiellement sur l'écologie et la conservation de reptiles amphibiens. Pourquoi, dans le cadre de ce projet, on s'est focalisé sur ce taxon, duquel on vous présente depuis le début de cette présentation, parce qu'il y a différents enjeux importants pour ces initiatives de conservation. Premièrement, on a un intérêt scientifique du fait de l'absence complète de données, et donc pour le monde académique, beaucoup de questions taxonomiques non résolues, une sensibilité au changement climatique, à des maladies infectieuses, donc un intérêt scientifique à apporter des données. Ensuite, l'utilisation de ces données scientifiques en termes de bioindicateurs pour la conservation, identification d'espaces prioritaires ou d'enjeux auxquels répondre via des initiatives de conservation. Ensuite, parce que ces espèces, ces taxons-là jouent des rôles en termes de services écosystémiques, autant en termes de santé publique que d'activités agricoles et productives. Et aussi parce que ce sont des espèces qui sont assez présentes localement avec une grande biodiversité et assez accessibles concrètement pour y avoir accès et les observer, ce qui amène donc des opportunités faciles avec peu de moyens pour les communautés locales. Et notre vision sur ce taxon et dans le cadre de ce projet, c'est de convertir crainte et méconnaissance de ces taxons vers des richesses et des opportunités pour les initiatives de conservation et de recherche. On part d'une situation où ces espèces sont peu connues, on a une absence de données, des risques d'envenimation sur certains serpents, avec des conflits entre les populations locales et la conservation de ces espèces, une manque de considération du fait de l'absence de données et des conflits dans les mesures de gestion et de conservation, mais également des mises et des croyances négatives associées à ces taxons, que l'on transforme à travers ce projet en mise en valeur de l'endémisme et de la richesse de la biodiversité sur ces taxons, des opportunités pour l'écotourisme, pour les services écosystémiques associés à l'agriculture notamment, des bioindicateurs de la qualité de l'eau et des écosystèmes, et surtout utiliser ces espèces comme des emblèmes pour mettre en valeur le travail des communautés locales et reconnaître les efforts qui sont fournis en conservation. Donc dans ce projet, on a une approche qui comprend 3 pôles de travail. Une première partie concerne la réalisation d'inventaires participatifs pour identifier les espèces présentes et fournir des informations scientifiques. Une partie de recherche scientifique plus élaborée en mettant en relation les étudiants, les biologistes, le monde académique local avec les initiatives de conservation. Et enfin, une partie d'éducation et de sensibilisation qui cherche à mettre en valeur le patrimoine naturel identifié dans ce projet-là. Vous passez donc sur le protocole de la première section de l'inventaire participatif. Les enjeux sont assez simples. Connaître les espèces présentes, les identifier sur les sites, pour fournir les listes d'espèces et l'identification de sites prioritaires qui sont des prérequis indispensables à la reconnaissance des statuts des concessions de conservation. Permettre également de former les associations de gestion et les gestionnaires à la reconnaissance, l'identification et la gestion en conservation de ces espèces, mais aussi diffuser les résultats, communiquer, faire connaître les initiatives de conservation à travers la biodiversité identifiée. Donc concrètement, d'un point de vue scientifique et inventaire, c'est des méthodologies qui sont assez simples, ce sont des inventaires de biodiversité rapides en impliquant les communautés. Sur les reptiles amphibiens, ça consiste simplement à de la recherche active diurne et nocturne sur des concepts préétablis avec les communautés, dans différents écosystèmes pré-identifiés avec les associations de gestionnaires, et des mesures sur le terrain des individus rencontrés, des coordonnées GPS pour l'identification des sites, des mesures de morphométrie, des photographies. Sur les questions de photographie, particulièrement importantes sur cette action de la diversité locale des espèces et d'avoir des informations précises sur la coloration dans les processus d'identification. Donc des photographies sur fond blanc de différents traits de coloration spécifiques en fonction du type d'espèce. Par exemple, sur les amphibiens, certains traits vont être ciblés, comme par exemple les iris, les colorations de pattes. Donc, dans les photos, des traits spécifiques sont recherchés en lien avec les mesures morphométriques. Et ensuite, donc, tous ces protocoles sont standardisés et associés à des précautions spécifiques, notamment le port de gants pour les amphibiens, ce
qui est associé à de la recherche notamment sur les maladies infectieuses qui touchent les amphibiens et limiter les risques de transmission. Ce sur quoi je reviendrai un petit peu plus tard. Et bien sûr les outils de contention adaptés pour limiter le stress des animaux quand ils sont manipulés pour les inventaires, notamment sur les serpents ou les reptiles en général. Ce sont des protocoles dans la réalisation de ces inventaires. Le plus important et ce qui est la priorité en parallèle de la liste des espèces qu'on souhaite obtenir, c'est l'implication active et la formation des gestionnaires des concessions, donc les membres des communautés locales qui participent à toutes les étapes de ces inventaires et qui sont formés sur la réalisation de gestes techniques simples, prise de photos, prise de points GPS, prise de mesures morphologiques, où toutes et tous peuvent activement participer comme certaines photos l'illustrent, et qui implique donc aussi de modifier toute la logistique et le raisonnement d'un inventaire ou d'un protocole scientifique, en rajoutant beaucoup de temps pour intégrer les populations locales dans les protocoles, reprendre toutes les données 2 fois pour permettre une prise de données par les personnes des communautés, et prévoir les points de formation. Donc c'est une initiative participative qui est particulièrement importante, parce qu'elle permet de renforcer l'autonomie et les capacités des communautés qui apprennent donc des gestes techniques et scientifiques, en lien avec la méthode scientifique, comment standardiser les prises de données et relever les informations pour identifier les espèces, mais qui permet aussi de former des guides pour des projets d'écotourisme, pour des projets d'accompagnement de recherche scientifique à plus long terme, et aussi de gérer toute la technique et la logistique pour recevoir des collaborateurs, que ce soit aussi sur d'autres types de projets. Et surtout, ça permet de valoriser la biodiversité, l'implication des personnes de la communauté dans le projet de conservation, via la valorisation des connaissances locales, ce qui génère fierté et intérêt des communautés envers les taxons et la conservation. Ces inventaires participatifs ne se réalisent pas uniquement sur le terrain, mais aussi via différents ateliers participatifs, une présentation des enjeux, du protocole, de la démarche, avec l'association de gestionnaires locaux et nous-mêmes à l'ensemble des communautés, à notre arrivée et à notre départ pour restituer les résultats préliminaires et l'effort effectué ensemble avec la communauté. Le travail de terrain qui se fait de manière complètement collaborative et co-construite avec les gestionnaires locaux, mais aussi des enquêtes qui permettent d'évaluer la perception, les enjeux et les besoins des communautés, tant avant et après la réalisation du travail de terrain et du travail participatif, avec aussi la remise de certificats de formation pour les personnes qui s'impliquent et qui travaillent de manière collaborative, qui peuvent être de tremplin et des manières de valoriser leur point de vue professionnel et d'expérience. Et on a donc aussi, en parallèle de cet aspect qui est vraiment inventaire pour la conservation, des questions de recherche scientifique, notamment sur les questions de taxonomie, de distribution et de géographie. On a un manque très important d'informations sur ces taxons dans ces régions. Une partie donc, sur les maladies infectieuses chez les amphibiens, notamment Kitri, qui est une maladie fongique qui attaque la peau des amphibiens et qui a provoqué le déploiement de toute population dans cette région. Et aussi des projets de bioacoustique, d'enregistrement de champs, qui viennent compléter les travaux taxonomiques. Donc cet aspect de recherche scientifique, il est essentiellement porté par nos partenaires. Donc on a un appui technique et une collaboration totale entre notre association et les partenaires académiques locaux, qui dans ce cas sont principalement des membres de l'association AARONCA, en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle de San Marcos à Lima. Donc notamment ici Lucia, Christine, Grecia, qui sont des membres de l'équipe d'AARONCA qui travaillent avec nous sur le terrain et qui sont en charge de la majorité de ce qu'on va vous présenter sur la recherche scientifique. Donc un premier aspect, c'est les collections scientifiques pour les recherches en termes de taxonomie, donc qui implique l'étude de spécimens en muséum et l'étude de traits morphométriques, de traits de coloration, de mesures génétiques pour résoudre des questions taxonomiques, de description d'espèces et de biogéographie, qui sont particulièrement importantes dans cette zone du Pérou et sur ce gradient en Amazonie, du fait de l'absence d'informations, beaucoup d'incertitudes taxonomiques, mais aussi parce que d'un point de vue évolutif, on est sur une zone avec beaucoup de gradients de spéciation, d'évolution, de grandes variations altitudinales et changements climatiques sur des petites zones, et aussi une biodiversité très forte et des processus d'évolution en lien avec les interactions biotiques entre les espèces. Et donc beaucoup de questions aussi associées à la distribution et la biogéographie de ces espèces, aussi en lien avec les conditions climatiques sur tous ces gradients.
Donc c'est particulièrement important cet aspect de recherche scientifique. Et on a donc, pour y répondre, des collections scientifiques qui sont très encadrées et très limitées, qui répondent donc à des permis de recherche, sur des critères spécifiques, avec le prélèvement de quelques individus par espèce très limité, uniquement dans les concessions où ces protocoles n'ont jamais été appliqués, qui permettent d'identifier, de vérifier et de faire de la génétique sur les individus collectés. Ensuite, on a toute une partie du protocole qui s'intéresse à la détection de la maladie chytride, qui est provoquée par donc un champignon, donc le Batrachochytrium dolorobacillis, qui est donc un champignon qui s'attaque à la peau des amphibiens, qui est hautement transmissible, qui se reproduit donc dans cet égument humide d'amphibien et qui a causé dans de nombreux endroits de la planète des déclins des extractions, notamment dans les régions andines et d'Amazonie. Au Pérou, plusieurs équipes de recherche locales et américaines travaillent sur ces thématiques, ont mis en évidence sur le gradient amazonien sud la réduction de la recherche spécifique suite à des infections à cette maladie, ou aussi des extractions locales de certains genres en Amazonie andine assez récemment. Mais cependant, dans la partie nord du Pérou, on a un manque crucial de données et très peu de connaissances, ne serait-ce que sur la répartition de cette maladie infectieuse dans les populations d'Antilles. Donc on réalise donc un protocole d'échantillonnage de peau non invasif qui permet de détecter la présence de cette maladie le long de différents gradients et le long de toutes ces initiatives de conservation. Enfin, des collectes et des enregistrements de champs chez les amphibiens permettent aussi de renseigner les questions taxonomiques et les questions d'identification, de spéciation via l'analyse des champs. On a ensuite donc tout un volet d'éducation, de sensibilisation et de vulgarisation que Sylvie va pouvoir présenter. Donc d'abord, c'est quoi l'éducation environnementale de l'environnement? C'est pourquoi on fait ça? C'est pour que des locaux puissent connaître les espèces locales, apprécier ce qu'il y a dans leur jardin et apprendre plus sur ces espèces. Et pourquoi c'est important? Parce que ça motive la conservation. Si tu connais les espèces, tu apprécies ces espèces, tu veux les conserver. Puis, ça peut limiter les risques et conflits. Par exemple, si tu comprends comment éviter les morceaux de serpent, il y a moins de risques. Aussi, ça donne la fierté et la reconnaissance du travail de conservation. On est aussi des gens qui travaillent sur ces espèces. Et puis, ce que Mathis a dit, ça transforme le peur, ça transforme en richesse et opportunité. Et, voilà. Et donc, cette année, on a vraiment amélioré l'éducation de l'environnement au Pérou, parce qu'en 2019, ce que vous allez voir dans le documentaire, les gens de communauté vraiment appréciaient tout le travail qu'on a fait avec eux, mais il y avait deux choses qui manquaient. La première chose, c'était qu'ils voulaient des informations qui restent. Et donc, on est allé là-bas, on a donné plein d'informations, mais il n'y avait rien qui restait. Et puis, la deuxième chose, c'était quelque chose pour les enfants. Il y avait plein des profs là-bas qui demandaient des choses pour les enfants. Et donc, nos propositions qu'on a fait, c'était, la première chose, c'est 4 posters. Et donc, il y a 2 posters pour renseigner sur la motivation pourquoi conserver ces espèces. Il y a une poster sur les reptiles amphibiens en général, et puis un poster sur les serpents, parce que notamment il y a des risques de morsure. C'est très important pour les conserver malgré les risques de morsure. Et les 2 posters dans la gauche, c'est plus pour transformer le peur pour faire plus des opportunités, des fiertés, de richesse de ces espèces. Et puis,
deux posters à droite, c'est plus spécifiquement pour limiter les risques des morsures de serpent. Donc le premier, c'est pour mieux connaître c'est quoi les différences entre un serpent venimeux et non venimeux. Et puis le dernier, c'est pour éviter les morsures et aussi qu'est-ce qu'il faut faire si jamais quelqu'un est mordu par un serpent. Et je rajouterais que ces posters, ils ont tous été imprimés en A0, ils ont été distribués et installés dans les communautés sur les places principales des villages. Et donc, deuxième proposition, c'était un livre de coloriage. Et donc, l'idée, c'est que pour les enfants, il y a plein de livres de coloriage, même ici, mais les espèces qui sont dans les livres sont des espèces qui ne sont pas dans nos jardins. C'est des espèces, je ne sais pas, de girafes, des pingouins, des choses qu'on peut-être les enfants ne vont jamais voir dans leur vie. Mais pourtant, il y a plein d'espèces dans le jardin qui, même des gens voyagent des kilomètres et des kilomètres pour les voir, et des enfants qui habitent dans les endroits ne connaissent pas. Et donc l'idée, c'était de faire un livre que l'on a ici, qui pas seulement pour s'amuser, pour colorier, mais pour apprendre aussi. Donc il y a 2 pages par espèce. Et dans la première page, il y a la photo et puis un peu d'informations sur chaque espèce, et puis il y a une page pour colorier. Et donc, ouais, pourquoi ces posters sont importants? Clément a un peu expliqué pourquoi. Parce qu'ils restent dans les communautés. Donc, comme Clément a dit, ils sont sur A0. Et on a imprimé ces posters, on a donné à chaque concession qu'on a travaillé avec. Et les posters restent, pas seulement pour la communauté, mais pour que les communautés puissent expliquer ces posters aux touristes, scientifiques qui viennent, et aussi pour se rappeler, par exemple, quoi faire si jamais quelqu'un est mordu par un serpent. Et puis pour les livres, pourquoi c'est important? Parce que les enfants peuvent apprendre sur les espèces locales, peuvent apprécier plus les biodiversités locales et aussi donner une motivation pour conserver. Et parce que les enfants sont le futur de ces initiatives, donc c'est très important qu'ils sont une motivation pour continuer ce travail. Et oui, enfin, le livre de coloriage et les posters sont des méthodes réplicables, c'est-à-dire qu'on a fait ça au Pérou, dans une région de Saint-Martin, sur des espèces très spécifiques locales, mais ça peut être sur des espèces ici, en France, sud de la France, Montpellier, on peut faire sur n'importe quel type d'espèce, des mammifères, des oiseaux, des reptiles amphibiens. Et donc c'est très applicable, c'est une idée qu'on espère qu'on peut faire dans plusieurs endroits. Donc pour présenter une partie des résultats de ce travail depuis 2017, donc pour faire un retour sur une partie de ces résultats, on a travaillé pour l'instant dans 10 concessions pour la conservation dans la région de San Martín au Pérou, qui sont présentées ici. 3 concessions au nord de San Martín en 2018, 3 autres concessions dans la partie du sud en 2019, au sein desquelles nous sommes revenus en 2022. Donc, ce sont des concessions qui vont être présentées dans le documentaire qui va suivre la collection, au sein desquelles on est revenu pour projeter le documentaire et présenter plus de résultats et plus de supports qu'on a pu construire avec eux, notamment ces livres et posters. Et enfin, en 2022, donc d'octobre à décembre de l'année dernière, très récemment, on a effectué un travail dans 7 concessions de conservation, 4 nouvelles, dans le Biocorridor, près de Tarapoto, donc la grande ville de la région, et au nord de San Martín, à la frontière avec l'Amazonie basse, donc vraiment à la fin du gradient andin, quand on arrive sur l'Amazonie de plaine. Donc ce travail, le principal résultat et l'objectif pour les concessions de conservation, c'est d'avoir une liste d'espèces, donc l'identification de cette action, tout ce que ça veut,
Sur l'ensemble de ces concessions, on a plus de 100 espèces différentes identifiées. Quelques exemples de pourquoi l'identification de ces espèces est intéressante pour les communautés. Par exemple, certaines espèces qu'on voit au-dessus, qui sont des androbates, donc aux couleurs vives, présentent des intérêts tant pour la recherche scientifique, en cognition, en soins parentaux, que pour l'écotourisme et la mise en valeur du patrimoine naturel. Certaines espèces, comme la petite androbate qui est sur la gauche, orange et noire, qui est une espèce en danger critique d'extinction dont la zone de distribution a été très fortement réduite ces 10 dernières années par l'augmentation de production de café et de cacao dans sa distribution qui est très localisée. Et enfin d'autres espèces comme plus bas des grenouilles de verre qui sont des grenouilles arboricoles connues pour la transparence, qui sont très sensibles à la qualité de l'eau, dont la présence dans les communautés permet aussi d'identifier la qualité de l'eau et de mettre en valeur la conservation qui est réalisée. Ou d'autres espèces comme des serpents venimeux qui posent des questions de santé publique, de services écosystémiques pour l'agriculture. Il est important d'identifier aussi pour pouvoir mettre en place les mesures appropriées pour limiter les risques et permettre la coexistence avec les communautés. Donc c'est un petit échantillon des espèces rencontrées. Et donc l'utilité de ces listes d'espèces, de ces photographies, c'est permettre de soutenir et de compléter les plans de gestion de ces concessions pour la conservation, de soutenir les projets des communautés, si par exemple certains groupements veulent mettre en place de l'écotourisme, plus de la recherche scientifique, ou mettre en valeur certaines espèces, les connaître, les identifier et avoir des photographies permet de le faire de manière autonome. Et aussi de mettre en place des guides d'identification qui sont utiles tant pour la recherche scientifique, la connaissance et distribution des espèces, que pour les communautés pour les identifier. Donc chaque concession, par exemple, fait l'objet d'une publication sous la forme de Fig Museum, qui est un format standardisé de guide d'identification. Et enfin, ça permet également d'identifier des espèces auxquelles les communautés attachent une importance particulière, que ce soit culturellement ou de par leur ressenti, qu'elles puissent mettre en valeur comme une espèce emblème. Donc là, un exemple de la phase de terrain d'octobre-novembre 2022, ou dans le biocorridor Bosques de Apello, où un projet d'écotourisme est en train de se monter entre les différentes associations gestionnaires des concessions. Chaque communauté avec laquelle on a réalisé les inventaires a identifié une espèce d'amphibien, donc qu'elle a elle-même identifiée, rencontrée, photographiée sur le terrain, comme son emblème et un symbole de son initiative de conservation, mais aussi un emblème pour l'écotourisme. Par exemple, la concession Yaku Kosanapa, qui en quechua veut dire l'eau de vie, l'eau pour vivre, a choisi la grenouille de verre, qui est donc une grenouille particulièrement sensible à la qualité de l'eau, qui n'était rencontrée dans ses inventaires que dans cette concession, qui a des points d'eau particulièrement bien conservés d'altitude, des motivations pour la conservation de leur zone, de leur forêt, de leur communauté. Sacharuna, qui en quechua veut dire l'esprit de la forêt, l'esprit des monts, l'homme de la forêt, où les gens des communautés ont rencontré la grenouille esprit, donc, qui a fait aussi écho à leur nom et à leur initiative, ou encore dans la concession Cordillera de Vaquero, qui est donc la montagne des éleveurs de vaches. Donc, on a beaucoup de personnes qui élèvent donc, du bovin dans cette zone-là, qui ont choisi la grenouille petite vache, donc, qui est connue pour ses colorations. Donc ça permet de mettre en place des espèces emblématiques que les communautés s'approprient pour faire connaître leurs initiatives. Par exemple, dans une des concessions que vous allez voir dans le documentaire, qui est la concession de Pumasapa, les gestionnaires des communautés ont choisi cette rainette de Salayaku comme leur emblème et leur logo, de par l'attrait qu'ils avaient pour leur coloration et l'abondance de cette espèce dans leur concession. Les résultats de ces inventaires, en plus de ces listes d'espèces et de ces informations de gestion et de liste d'espèces, c'est aussi la formation et l'implication et le développement des capacités des communautés avec lesquelles on travaille. Avec sur ces dernières années, depuis 2017, plus de 240 gestionnaires, donc membres de communautés qui ont été directement formés. Donc là, on parle vraiment de formation rapprochée. Une partie qui ont été formés dans des ateliers participatifs, donc des ateliers qu'on va faire à l'entrée ou à la sortie des travaux collaboratifs, mais aussi directement sur le terrain. Donc quelques photographies qui illustrent ce travail de terrain, où ces protocoles de mesure morphométrique, par exemple, sont réalisés, et de recherche scientifique
directement par les communautés, avec un gestionnaire membre d'une communauté qui effectue des mesures morpho sur les grenouilles, qui apprennent des conventions sur les serpents non venimeux, ou qui apprennent et participent à la réalisation des relevés pour la détection du toucher sur les amphibien. Également, qui apprennent les manières, les méthodologies de contention, ou les mesures morphométriques avec par exemple la mesure du poids sur les amphibien. Et des initiatives donc, qui sont un travail collaboratif qui est aussi reconnu et mis en valeur, où les personnes des communautés présentent au reste des communautés voisines les résultats de leurs travaux, et où leur implication et leur formation est aussi reconnue par des certificats officiels avec nos partenaires et les instances environnementales locales, qui peuvent être également des tremplins dans le cadre de la mise en place de projets d'écotourisme. Enfin, beaucoup de résultats qui sont en cours à venir et en pleine phase d'élaboration sur la recherche scientifique. Je vais assez peu détailler dans cette conférence qui est surtout axée sur l'aspect conservation du projet. Mais pour résumer, on a donc toute une équipe de chercheurs et de biologistes en début de carrière au Pérou qui travaillent sur l'ensemble de ces données, donc qui leur sont complètement partagées, sur leurs projets de master, de thèse, parfois en licence également, et plusieurs chercheurs du Muséum d'histoire naturelle et de l'Université aux États-Unis qui travaillent sur des projets de taxonomie et d'inscription d'espèces. Grâce aux collections et aux mesures morphométriques, on a de nouvelles espèces qui ont été rencontrées lors du terrain, qui sont en cours de description, des questions de biogéographie et de distribution, des projets de recherche sur les questions d'occurrence de chytrides, de maladies sur les amphibiens en fonction des gradients d'altitude et des conditions climatiques, ou également des notes d'histoire naturelle, par exemple d'observation ponctuelle du comportement en nature, qui permettent aussi de former les étudiants à la rédaction d'articles scientifiques. Enfin, l'aspect sur la sensibilisation et la veille pédagogique. Et donc, ça a bien marché ce qu'on a fait avec les posters de livres de coloriage. Pour les posters, on a réussi à imprimer 28 posters. Et on a donné 4 posters chacun à chaque concession qu'on a visité. Et ce que j'ai oublié de dire, c'était que les posters et le livre, c'était une collaboration entre nous et Aranca, notre partenaire péruvien. En gros, moi j'ai fait les illustrations et les mises en page. Et tout le texte, c'était les biologistes péruviennes qui fait toute la recherche, tous les textes, les posters et les livres aussi. Et donc, pour les livres, on a réussi à imprimer 500 livres et on a distribué à 7 concessions dans 7 communautés, plein d'enfants, et ça a très bien marché. On a fait des petits ateliers avec les enfants, on a distribué des livres et aussi des boîtes à crayons à couleur. Et on a expliqué tous les textes à tout le monde. Ça a très bien marché, et même les parents étaient là des fois, et ça a vraiment motivé même les adultes de lire les textes. Ouais, très bien. Donc voilà pour la présentation des résultats de ce qu'on a fait pour l'instant au Pérou et la perspective du projet. C'est un projet long terme qui est initié depuis 2016-2017 et qui continue de grandir en renforçant ce partenariat entre Nature Conservation, AMPA et Aranca, et l'ensemble des communautés locales organisées en réseau dans l'Amazonie péruvienne et les différentes régions qui s'impliquent dans ces projets de conservation communautaire. L'enjeu actuel, c'est de continuer ces travaux dans plus de concessions de conservation. Il y a plus de 100 initiatives qui existent, qui sont en cours de création en Amazonie péruvienne et dans les Andes. Chiqui, notre partenaire AMPA, a identifié des besoins et des nécessités auxquelles on pourrait répondre en tant qu'association en partenariat avec les différents partenaires locaux. On a des projets long terme, des recherches qui sont mis en place entre Aranca et les communautés. Donc on vous a présenté le travail qu'on a fait en collaboration avec Aranca, mais d'autres années, notamment entre les différentes périodes Covid, des équipes Aranca sur place ont continué des inventaires sans nous et on continue donc ce rapprochement entre la communauté étudiante et universitaire et des concessions de conservation. Et donc le futur et notre vision pour ce projet au Pérou, c'est de répliquer ces projets et surtout de les pérenniser dans du long terme en apprenant donc des nécessités de concessions de conservation pour orienter les perspectives du projet. Un projet plus concret, on va dire, en cours,
avant de l'année dernière, en 2022, au sein des 7 concessions au sein desquelles on a travaillé, c'est-à-dire restituées sous la forme de posters, de jeux, de dynamiques, d'autres produits de coloriage, qui vont permettre donc donc c'est la contrepartie du travail des communautés, donc obtenir ces outils qui sont co-construits avec elles. Donc c'est un travail sur lequel on est actuellement en train d'avancer. Et donc voilà pour ce qui se passe d'un point de vue du projet au Pérou. Et pour évoquer une initiative naissante de l'association dans notre pôle de travail en Afrique, qui fait vraiment écho à ce qu'on vient de vous présenter sur le projet au Pérou, c'est la mise en place de projets de conservation communautaire en Côte d'Ivoire, où l'année dernière, donc depuis le mois de juin-juillet, des collaborations ont débuté entre notre association et plusieurs associations locales en Côte d'Ivoire, où on fait face à un contexte avec certains points de similitude, notamment des forêts tropicales de montagne, des forêts tropicales basses, avec un historique de beaucoup de déforestation, et des initiatives volontaires des communautés locales pour conserver des forêts pour différentes raisons, liées au service écosystémique ou à des perceptions spirituelles, mais un manque de formalisation de ces initiatives, de reconnaissance et de mise en place d'activités alternatives à la déforestation. Donc, en identifiant ces nécessités avec des partenaires locaux, on est en train de monter donc, des projets pour soutenir quelques initiatives de conservation communautaire en Côte d'Ivoire. Donc, notamment avec l'association IDEF et ACB, en lien avec le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, et notamment avec le financement et le soutien de la African Museum. Notre idée et aussi notre vision en tant qu'association, c'est que tout ce qu'on vient de vous présenter sur ce projet au Pérou, c'est une approche et une manière de travailler dans la recherche académique et dans la conservation qui peut être répliquée dans beaucoup de contextes, à condition d'avoir cette approche collaborative et à l'écoute des nécessités locales. Et on souhaite répliquer cette manière de travailler dans votre contexte. Et un exemple est ce qui commence en Côte d'Ivoire cette année. Donc, merci beaucoup pour votre attention sur cette conférence. Donc, l'association Nature Conservation, comme on vous présente au début, c'est une association assez récente, en 2017, qui a commencé comme une association étudiante à l'université qui est en master, qui regroupe une dizaine de personnes, et sont toutes bénévoles pour l'instant, qui est en voie de professionnalisation et au sein de laquelle on est ouvert à une collaboration, à l'intégration de membres bénévoles pour l'instant qui puissent s'impliquer en fonction de leurs idées, de leur volonté et de leur accord avec le projet qu'on a. On a également des opportunités de service civique au sein de l'association, la possibilité d'encadrer des projets étudiants dans le cadre de formation. Et les besoins actuels de notre association, et là où pour l'instant on a beaucoup de membres qui sont alloués, c'est essentiellement sur des projets de communication, de gestion des réseaux sociaux, de l'élaboration de ces nouveaux matériaux de communication, de sensibilisation. Donc, comme je disais, sinon on a l'ambition de faire aussi dans d'autres contextes et de développer aussi notre pôle de travail en France sur des thématiques locales et sur la biodiversité locale dans le sud de la France. Et évidemment la recherche de financement et le développement de l'association qui est en plein essor actuellement. Donc pour en apprendre plus sur l'association, déjà vous pouvez nous contacter, on vous laisse notre adresse mail ici. Les cartes de visite et les différents matériels sont disponibles ici et on aura un temps d'échange après. Et vous pouvez aussi suivre l'association sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on communique. Donc les différents réseaux sont accessibles ici. On a aussi une plateforme de nom. Et donc on vous invite à vous manifester, à nous suivre si ce projet vous intéresse. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute, votre attention. Au bonhomme pour nous accueillir sur le prochain vidéo. Et on a un petit temps d'échange, je ne sais pas si on a débordé sur là, le temps. On peut faire quelques questions si vous voulez, puis on va directement ensuite enchaîner sur le documentaire de 35 minutes. Si vous avez quelques questions, et après il y aura un temps d'échange aussi, bien sûr, après le documentaire. Très rapidement, c'est vrai que là c'est au Pérou. En France, il y a des initiatives qu'on appelle l'air terrestre éducative. Est-ce que vous faites pour toute la décoration? Enfin, vous avez dans Guyane, est-ce que vous avez, avec le GEPOC par exemple, qui s'occupe là-bas? C'est également des initiatives dont on a aussi écouté, entendu parler, et je pense dans lesquelles on pourrait complètement s'intégrer. Notre volonté de dupliquer cette approche aussi en France, sur le territoire français, et directement en France métropolitaine, où les enjeux sont différents, mais effectivement il y a plein de modalités qui correspondent aussi à ce type de travail. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on est ouvert et
C'est des projets qui se développeront surtout au fur et à mesure que l'association va se développer, parce que là actuellement les projets qu'on développe au Pérou et qu'on est en train de développer en Côte d'Ivoire en fait prennent tout le temps disponible des membres bénévoles de l'association, mais c'est quelque chose qui évoluera on espère dans les prochaines années. Voilà. Bon. Si pas plus de questions, eh ben du coup vas-y. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, lesquelles sur le terrain, par exemple, que ce soit des difficultés techniques, des difficultés avec la population locale, je sais pas. Oui, je pense qu'il y a différentes difficultés qui sont inhérentes à cette manière de travailler. Déjà, un gros avantage qui a limité beaucoup de prise de risque et beaucoup de difficultés, c'est le fait qu'on ait travaillé uniquement avec des initiatives qui ont une volonté d'effectuer de la conservation et qu'on n'est jamais intervenu en proposant un mode de travail, un mode d'action. On a toujours répondu à une sollicitation et une attente de partenaires. Donc ça a quand même grandement limité beaucoup de difficultés que l'on a pu avoir. Après, une difficulté importante peut être liée au fait de devoir concilier, et c'est aussi un enjeu important dans l'association, des aspects de recherche scientifique, d'implication des communautés et de travail de terrain, où les attentes et les besoins d'un protocole scientifique ne sont pas forcément adaptés aux conditions de terrain par rapport à la logistique, par rapport aussi à l'implication de personnes novices et informées. Donc ça implique des coûts logistiques ou une organisation complètement différente sur un projet classique de recherche par exemple, avec l'implication des communautés aux différentes étapes sur l'organisation du protocole. Donc je pense que les difficultés sont souvent de réadapter les protocoles, réadapter le mode de travail à chaque concession, à chaque endroit où on travaille. C'est globalement des initiatives similaires, mais chaque groupe humain, chaque association, chaque groupement de producteurs a aussi sa vision, sa manière de travailler, ses disponibilités. Donc je pense que c'est souvent se réadapter, se poser des problèmes concrets logistiques. Et là, pour faire la comparaison avec des projets purement recherche qu'on a pu mener, par exemple, là, le fait que du coup c'est des projets qui sont portés par initiative locale, en fait la logistique est en partie organisée par AMPA ou par les communautés locales, et du coup en fait, qui offre un énorme soutien en cas de problème, on va dire, ou alors qui vont gérer en fait les problèmes logistiques qu'on peut avoir sur le terrain d'habitude. Ça peut être un problème avec le véhicule, que ce soit un problème avec les réservations, que ce soit un problème avec les pirogues, tout ça. Mais ça, c'est des problèmes inhérents en fait au projet de recherche quand on est à l'étranger. Et ça, c'est ce qui a été, je trouve, la force aussi de ce projet communautaire, c'est justement que ce soit les communautés, les contacts locaux et l'ONG AMPA en fait qui sont parvenus à régler très rapidement les quelques problèmes qu'on a eus. Ce qui n'est pas toujours évident et ce qui peut poser beaucoup de problèmes dans des projets justement où on n'a pas le soutien total des communautés. Les projets peuvent vachement pâtir de quelques problèmes logistiques justement. Vous avez une question? Oui, je voulais savoir, vous avez parlé de bénévoles, est-ce que vous entendez seulement par là les activités que vous avez dit, tout ce qui était les réseaux sociaux, gérer la communication et tout ça, ou est-ce qu'on peut être bénévole sur le terrain en France ou même dans la recherche scientifique Complètement, et je pense que c'est là ce qu'on présentait, c'était des besoins importants sur lesquels il y a beaucoup de temps qui est alloué dans les équipes bénévoles. Mais notre approche, c'est d'être collaboratif, d'être ouvert, et en fonction des opportunités des projets, toute personne intéressée qui porte les mêmes valeurs et le même mode de travail est bienvenue pour nous contacter, échanger. Ça peut être pour monter des projets, ça peut être s'investir dans différents pôles, dans différents projets. En fait, si on présentait ces points-là, c'est parce que c'est aussi des enjeux importants pour l'association pour permettre aussi de travailler avec plus de personnes, plus de bénévoles. Oui, tout à fait. Et aussi, il faut savoir que la partie terrain, dans le cadre des projets, ça correspond à une toute petite partie du travail, parce que la partie en fait de recherche de financement, de préparation logistique, et ensuite la partie quand le terrain est fini, avec les données sont acquises, de traitement des données, de rédaction des rapports et justement de restitution, ça correspond à la majeure partie. Je dirais que le terrain, c'est quelques pourcents en fait de qualité du projet. Et c'est justement tous ces aspects-là qui permettent de réaliser le projet et de pouvoir réaliser le terrain. Et ça pose pas de problème justement d'être localisé en France, d'être bénévole en France et pourtant avoir des recherches qui soient, comme là vous dites, en Amérique du Sud ou en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui poserait le problème? Je sais pas, juste de ne pas connaître ce qui
s'est passé, et être là sur le terrain pour voir ce qui s'est réellement passé, savoir connaître les espèces par exemple, tout bêtement. Ce qui est la force de ces projets et qui nous permettent de le faire, et actuellement la majorité des membres de l'association sont basés en France et n'ont pas tous forcément participé aux différentes phases de terrain, ni ont l'expérience ou la connaissance locale. C'est en partenariat avec des acteurs locaux qui, elles, ont les connaissances sur lesquelles on s'appuie énormément. Donc, être basé en France et avoir l'expérience de ces contextes-là n'est pas forcément un frein complet. Au contraire, ça a l'opportunité d'échanger et de collaborer avec différentes approches, différents regards. Donc, c'est quelque chose qui est possible et qui est d'ailleurs comment on travaille. Oui, par exemple, le livre de coloriage, donc je ne suis pas allée sur le terrain en 2019, mais j'ai fait le livre de coloriage avant d'aller sur le terrain en 2022. Donc avant ça, je ne suis jamais allée au Pérou. En fait, c'est pour ça que j'ai collaboré avec les deux biologistes au Pérou. En même temps, moi j'étais en France, j'ai fait les mises en page, les illustrations, et en même temps, j'ai communiqué avec les gens à Pérou pour